Que peut-on retenir aujourd'hui de ces 4 ans d'expérimentation? Merci. Bonjour. Bonjour, oui. D'abord, je voudrais saluer tout le monde, là, les élus. Il y a beaucoup de vice-présidents de la région, il y a une sénatrice au moins, il y en a peut-être d'autres dans la salle, mais je n'ai pas vu tout le monde arriver. Des élus des territoires régionaux dans leur diversité, des salariés du conseil régional pour qui c'est une aventure, hein, parce que tout ça, ça rebrasse notre mode de fonctionnement interne. Et puis, avant tout, les parties prenantes. Certains d'entre vous sont là depuis 4 ans, et puis il y en a progressivement qui rejoignent la démarche. Alors, ce qu'il y a de bien avec le film, c'est que malgré tous mes efforts, c'est beaucoup mieux dit là que n'importe comment au micro, quoi. Enfin, vraiment, ce film est remarquable et hyper pédagogique et en même temps avec beaucoup de contenu. Donc ça va me permettre de gagner du temps dans la façon d'introduire cette matinée. Ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est qu'on est quasiment à la fin du processus. On a gagné un peu moins d'un an puisque les élections régionales ont été décalées, jusqu'à preuve du contraire, hein, parce que ça bouge régulièrement, mais pour l'instant c'est décembre 2015. Ce qui fait qu'on s'est dit que chaque 6 mois ou un an de plus pour les opérations de développement, ça permettait de renforcer la capacité d'analyse, où est-ce qu'on en est des résultats, les limites, etc. Et donc, nous clôturerons dans 6 mois à peu près avec une publication, alors on l'appelle comme on veut, un leg, un don aux générations futures, voilà ce qu'a donné cette expérimentation sur 4-5 ans, d'où l'importance de cette matinée, puisque en fait on est quasiment au bout du processus, on a les récits des opérations qui sont finis ou en cours, on a une analyse globale qui est quasiment mûre. Mais l'intérêt, c'est de faire un premier bilan collectif. Jusque-là, on discutait sur, pour reprendre l'expression de Jean-Louis Robillard, on ne peut pas se regarder quand on pédale. Voilà, je m'en rappellerai de cette expression. Et donc, une fois par an, on se regarde pédaler et d'essayer de comprendre. J'ai pas salué Monsieur De Grotte tout à l'heure, qui est président du Césaire. Voilà, mais qui interviendra tout à l'heure. Et donc, il faut rappeler, une fois qu'on a dit tout ça, que ça a été dit rapidement, on n'est pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour inventer un nouveau machin, une énième méthodologie, processus. Si on est là, c'est parce qu'il y a des urgences qui ne font que de s'aggraver. Et qu'en même temps, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vraiment vu ces dernières années apparaître un horizon qui fasse qu'on puisse retrouver une vision, une perspective. Et donc, je crois que dire ça, c'est un lieu commun, mais on est tous à essayer de chercher ce qui nous permet d'avoir un nouveau logiciel, une nouvelle vision, une nouvelle perspective. C'est difficile à définir, et un logiciel qui nous permette de construire le chemin pour aller vers ce nouveau modèle. Alors, ce qui est intéressant en région Nord-Pas-de-Calais, je le dis pour ceux qui sont un peu plus éloignés de l'action de notre conseil régional, c'est que c'est quand même une collectivité qui s'est attaquée à cette question depuis longtemps. Elle n'est pas la seule, hein, plein d'endroits où on s'est saisi de ça. Mais quand même, j'en profite du coup pour saluer Marie-Christine Blandin, qui est comme moi du siècle dernier, hein, puisqu'on était en 92 élu à tout jeune. Enfin, moi j'avais tout juste 30 ans, Marie à peu près aussi. Et l'arrivée d'une présidente écologiste dans un contexte de gauche qui se re-questionne, c'était bien cette idée générale que notre région, qui est très marquée par un certain modèle de développement, c'est pas un hasard si c'est là qu'est apparue une nouveauté politique. Donc, et que dès ces années-là, on a commencé à voir apparaître des expérimentations plus ou moins stratégiques. Bien sûr, c'est du renforcement des politiques environnementales, hein. On pourrait refaire l'inventaire de ces années 92-98. La première SEM éolienne, par exemple, faire une SEM pour faire des éoliennes en 93. Il y avait déjà une esquisse de nouveaux modèles économiques, finalement, par rapport
ces énergies renouvelables. C'est pas complètement caduque, hein. On en parle encore aujourd'hui dans les suites de l'aventure avec Rifkin. Bon. Ensuite, on a commencé à avoir un rapport développement durable, essayer d'avoir des outils, des indicateurs, des méthodes pour que le développement durable infuse. Mais on était beaucoup sur le plan de la méthodo, donner des possibles pour que chacun s'affronte à cette nouvelle question. Et suite à la mission d'enquête sur les finalités de l'intervention publique en économie, on est allé encore plus loin avec cette démarche de TESR, mais en même temps, Myriam Co travaille sur le schéma régional d'aménagement du territoire et tous les grands schémas qui mettent en perspective une mutation régionale. Et nous, notre exercice ici, ça a été de dire comment on peut être dans une approche de plus en plus globale et dans un rapport à l'opérationnel. J'ai moi-même conduit les premiers travaux du SRAT. C'est un exercice passionnant de faire apparaître des nouveaux possibles, mais la traduction opérationnelle, c'est un autre type de chantier. Et là, on est dans un chantier qui entre par l'opérationnel. Alors, ce faisant, d'une certaine manière, là, je développe la partie bouteille à moitié vide. Ce faisant, on s'attaque à la complexité. Développer une politique sectorielle bien foutue sur un segment de politique publique, c'est déjà pas si simple. Essayer de tenir l'ensemble et dans un océan de vent contraire, n'importe quelle pub quand vous sortez vous raconte que l'inverse de ce qu'on dit ici, quoi. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Et on a une pensée orthodoxe de la croissance, comme d'une religion. Tout cet environnement-là est extrêmement compliqué. Et donc, on s'est essayé à traiter la complexité. La bouteille est à moitié vide, ça c'est versant, mais la bouteille est quand même à moitié pleine puisqu'il y a des résultats. C'est tout l'enjeu de la matinée. Alors, notre propos, ça a été très bien dit, hein, c'est comment les biens communs, au lieu d'être des victimes collatérales du modèle de développement, en gros, pour être rentable, pour vendre, pour tout ce que vous voulez, les biens communs sont un peu les sacrifiés, les questions humaines, les questions environnementales. Et là, notre parti pris, c'est comment les biens communs, au contraire, c'est parce qu'on les produit, qu'on les entretient ou qu'on les favorise, ils sont porteurs d'activité, d'emploi, et donc d'une autre façon de considérer la richesse. En fait, la richesse, elle est sur les biens communs. Elle est peut-être moins dans votre porte-monnaie, dans le nôtre, et encore, c'est pas prouvé. Mais c'est donc le questionnement sur la richesse. D'ailleurs, une formule que Jean Gadret et Laurent Cordonnier avaient bien résumée en disant il faut d'abord faire de la croissance du PIB et ensuite on serait assez riche pour se payer les biens communs. Ça, c'est le schéma d'hier. Mais donc, ça suppose que vous ayez un mécanisme extrêmement dynamique à tout point de vue pour pouvoir vous payer au cas où du social ou de l'environnemental. Mais on voit bien le vice de forme qu'il y a dans ce mécanisme. Et donc, nous, au contraire, on essaye de montrer que la richesse peut se produire autrement et qu'elle peut se représenter autrement. Donc, on a un enjeu de montée en qualité de nos politiques publiques. Et on a un enjeu sur le fait que la redistribution n'est plus promise, n'est plus remise au lendemain qui chante. Et qu'on la produit d'emblée par le mécanisme de développement. Alors comment on a procédé? Ça a été un peu dit, puis comme Yves Duruflé va nous rejoindre tout de suite, le directeur général des services, il reprendra ça. Mais en gros, ça a été dit, hein, on part des enjeux, on se met en mode projet dans l'institution, comme si on était... dans l'industrie classique avec un chef de projet, transversalité, processus de coopération. Comment on essaye donc d'enrichir en bien commun, parce que souvent, toutes les politiques publiques recherchent peu ou prou un bien commun quand même. Leur problème, c'est qu'elles occultent des biens communs ou même elles pénalisent des biens communs par ailleurs. Au nom de l'emploi, par exemple, qui est un bien commun, on va vous expliquer qu'il faut sacrifier telle ou telle qualité de l'air ou tel territoire. Et donc là, nous, notre propos, c'est on enrichit en bien commun. On regarde à chaque fois qu'on a une politique publique comment elle va être porteuse de plus de biens communs. Et donc, pour ce faire, notre mode d'action privilégié, vous l'avez compris, ou en tout cas on le martèle, c'est plutôt par le repérage des parties prenantes, tous ceux qui ont, comme on traite les questions de façon sociétale,
il faut que la société soit autour de la table pour discuter du projet. Sinon, vous ne le traitez pas de façon sociétale. Si toutes les parties prenantes ne peuvent pas donner leur point de vue. Mais derrière, il y a l'idée que chacune des parties prenantes bouge un peu. C'est très bien montré avec l'opération réhabilitation thermique des logements. Il faut que tout le monde bouge un peu. Et ça, c'est un axe majeur que notre conseil scientifique avait fait avancer. C'est que la recoordination des acteurs, l'agencement des acteurs, est plus stratégique finalement que l'argent que vous allez injecter sous forme de subventions ou de ressources diverses. Les processus de coopération et la façon dont chacun bouge un peu deviennent beaucoup plus stratégiques. Ça fait changer les métiers de l'institution, ça fait changer la façon de produire des politiques publiques. Alors en même temps, la coopération, tout le monde est pour, mais chacun dans sa propre pratique a des tas d'endroits où il n'a pas envie de coopérer avec l'autre. Et donc la coopération, et ce n'est pas si naturel que ça, c'est pour ça que quand on regarde les résultats, il y a des résultats, il y a des choses en creux. Alors très vite, là aussi, sur les résultats, qu'est-ce que je retiens moi, rapidement en introduction? 1, d'oser mettre ça à l'agenda politique comme un objet du conseil régional, c'est en soi un résultat. Pour analyser les politiques des autres régions de France, par exemple, elles sont encore dans leur immense majorité dans des entrées sectorielles. Elles font des choses, hein, toutes les régions font des choses intéressantes, mais dans des entrées assez sectorisées. Par exemple, vous avez des grandes politiques de l'énergie mises en place par les régions. Mais laissez de le prendre en taille large, on l'a osé. Alors après, comme à chaque fois qu'on ose, hein, on peut se planter, donc on pourra être ridicule à la fin, je ne pense pas. Mais c'est en soi un résultat. Du point de vue global, on peut lister un certain nombre de résultats, c'est inégal sur le plan de la valeur. Hein. D'une part, il y a une légitimation du niveau du conseil régional par les parties prenantes comme le bon niveau d'animation. C'est-à-dire qu'il y a une attente de conseil régional. Au sens où pour mettre les acteurs autour de la table, il faut qu'il y ait une espèce de lieu neutre, un lieu qui puisse permettre d'animer, qui ait des moyens. Bon, c'est pas négligeable, hein, c'est pas négligeable dans le jeu des acteurs. Il y a des nouveaux modèles économiques qui commencent à apparaître. Par exemple, j'évoquais l'exemple d'une SEM, il y a une réflexion, mais je pense qu'Emmanuel Co en parlera, autour d'une SEM autour de 100 000 logements. Bon, enfin, en tout cas, si tu n'as pas prévu d'en parler, tu en diras un petit mot. C'est intéressant parce que c'est un nouveau mécanisme économique, mais il y en a d'autres exemples. Jean Gadret ou Christian Dutertre en diront peut-être quelques mots en disant que c'est insuffisant. Déjà, je sais que Christian Dutertre va dire qu'on ne s'en occupe pas assez, je le sais, mais en même temps avec des esquisses. Le réagencement d'acteurs, ça fonctionne. Et on pourra prendre l'exemple de Rallance tout à l'heure avec Bernard Massé, où on a débloqué une situation autour de l'arrivée du Louvre-Lens par l'agencement d'acteurs. Et que c'est la qualité d'un collectif qui est émergé dans le territoire minier qui a permis de surmonter un certain nombre de difficultés structurelles. Mais on pourra le dire aussi sur gouvernance alimentaire, où on voit bien que la question agricole et la question de l'alimentation et la question de comment on consomme ne peuvent pas bouger si tout le monde ne bouge pas en même temps. Enfin, ça, Jean-Louis le décrit très bien. Voilà. Et donc, là, on fait apparaître ce que notre conseil scientifique avait appelé le 4e facteur. 4e facteur, les économistes disent qu'il y a le facteur du travail, du capital et de la terre, c'est bien ça. Et donc, ils nous disent aujourd'hui, il y a un 4e facteur qui apparaît, qui est la coopération entre acteurs, l'agencement d'acteurs. Et donc là, on voit que c'est un résultat qui est confirmé dans le cadre de la TESR. L'agencement d'acteurs débloque des situations stratégiques, des situations où justement tout le monde s'attendait. On voit donc s'esquisser également le nouveau modèle, qui est plutôt, on voit que les mots-clés, c'est local du nouveau modèle, sobre en ressources, entrée par les usages, plutôt que par l'accumulation de biens et par la possession des biens. Modèle en économie circulaire sur la question des ressources, ça renvoie à sobriété, c'est pas exactement la même chose, mais c'est lié. Modèle collaboratif, bon voilà quelques mots-clés du nouveau modèle qui apparaît. Et puis, résultat toujours global, l'administration s'est mise en mode projet, s'est mise en transversalité. Alors en même temps, je ne vais pas vous raconter d'histoire, hein. Elle résiste tant que c'est possible. Le DGS peut aller à toutes les réunions. Lui-même me dit ce matin, ah ben oui, TESR, on avait un exemple d'échec flagrant de transversalité ce matin. Bon, donc on fait ce qu'on peut, mais quand même, l'administration essaye vraiment de s'y coller.
Alors, sur maintenant des résultats plus isolés sur les opérations de développement pour terminer, on voit apparaître des actions de démonstration, enfin c'est plutôt des typologies de résultats, hein, ce que je suis en train de vous dire, on va le décrypter tout ça. Par exemple, on a déjà 10 000 logements rénovés dans le parc social sur les 3 dernières années, c'est déjà là. Par exemple, on a 12 constructions au Nord-Pas-de-Calais qui utilisent du bois local suite à la démarche de la filière bois qui a aidé à structurer ce circuit. Plan de rénovation énergétique dans les lycées, bio dans 40 lycées. On a des résultats qui sont sur les logiques de co-construction. Là, j'ai parlé d'actions de démonstration, de chiffres un peu simples. Alors, dans le cadre de Rallance, par exemple, a été mis en place une plateforme d'intérêt collectif, c'est-à-dire que tous les acteurs du territoire ont accepté de mettre en commun leurs données sur le territoire. Ceux qui sont un peu dans les institutions, les administrations, savent à quel point c'est extrêmement compliqué. Et savent à quel point c'est extrêmement riche d'avoir tout le monde, tous les opérateurs de la connaissance du territoire pour le faire avancer. Voilà un exemple, mais j'ai cité l'alimentation. Jean-Louis, je pense que tu auras l'occasion de dire comment ces entrées de co-construction ont débloqué des situations. Voilà. On peut aussi dire que, par exemple, on a permis l'émergence de la filière démantèlement du nucléaire, qui sinon aurait été un interdit mental. Trop compliqué le nucléaire, il y a du pour, il y a des contre, ils sont virulents d'un côté, de l'autre. Bon, le prenant comme on l'a pris, on l'a mis à l'agenda du conseil régional et on élabore une politique là-dessus. On a toute une série de conventions de partenariat, tous. Bon, je vais avancer parce que on va le reprendre de toute façon dans la matinée. Un élément important, on a des projets de recherche qui sont apparus, qui découlaient des réflexions des opérations de développement. J'ai mémoire sur la filière bois où on nous a expliqué que parce qu'on a déclenché des travaux, je me trompe peut-être Manu, hein, mais sur le lamellé-collé avec le peuplier, du coup, ou sur une autre essence régionale, du coup on pouvait utiliser du bois local, alors qu'avant, comme on n'avait pas la normalisation, on n'avait pas les résultats scientifiques de la valeur de ce lamellé-collé en peuplier, eh ben, on ne pouvait pas utiliser le bois local qui partait en Chine et qui revenait chez nous traité autrement. Voilà un exemple, mais on peut en citer un certain nombre de programmes de recherche, comme Sandrine Rousseau est avec nous, elle aura l'occasion d'en donner des exemples. Voilà. Je vais donc conclure à ce stade en disant que pour moi, il y a vraiment un aspect essentiel et votre présence régulière le montre, c'est que il me semble que faire de la politique, c'est arriver à emmener la société vers une autre direction. C'est vraiment ça le sujet. Et de ce point de vue-là, je pense qu'avec la TESR, avec cette idée de quatrième facteur, avec cette idée d'associer les parties prenantes, on fait de la politique, quoi, au sens noble du terme, au sens où on met en mouvement et on essaye de faire converger les acteurs. Voilà, il reste plein de sujets, hein, jusqu'où les parties prenantes, enfin, il y en a 1 million de sujets, jusqu'où on pousse les parties prenantes, parce qu'on est tous parties prenantes du climat, alors il faut bien s'arrêter un moment. Comment on conduit le changement? On a entamé un travail là-dessus. C'est quoi les ressorts individuels et collectifs de la conduite de changement? Il y a des questions psychanalytiques dans nos affaires. On est dans une logique de désaddiction au modèle d'hier. Et donc, arrêter de boire, c'est pas facile. Hein, c'est pour donner un exemple. Ou de fumer. Hein, ou de tout ce que vous voulez. Après, chacun regardera dans ses propres vies. Ça. Moi, ça va, j'en ai pas, mais peut-être que vous en avez un petit peu. Voilà. Voilà le genre de questions. Voilà. Ce qui est sûr, et je termine sur cette phrase, c'est que la TESR nous donne des outils pour demain et nous donne des outils pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons à gérer la 3e révolution industrielle et le master plan. Ça, c'est intéressant parce que ça excite tout le monde. Alors, il y a évidemment des propos critiques légitimes, mais notre enjeu, c'est de faire que le master plan Rifkin soit traité mode TESR, soit pas traité comme Rifkin l'entend lui, parce que malgré tout ce qu'il raconte, j'ai vu ça dans un très bon billet, malgré tout ce qu'il raconte, il est très vertical, notre ami Jérémy Rifkin. Hein, très vertical, même s'il dit par ailleurs des tas de choses passionnantes et que moi j'adore, qui nous aident à emmener la société. Donc Jean, je suis désolé, je ne dirais pas de mal de Jérémy. Je dirais des nuances sur Jérémy. Je dirais qu'il a fait un bout du chemin en faisant apparaître une autre vision, mais son mode d'emploi et son raisonnement, notamment par rapport aux questions de sobriété, il chemine, faut l'aider à avancer. Voilà. Mais globalement, c'est quand même très utile de l'avoir, le master plan Rifkin. Très utile. Et la TESR,
eh ben, c'est finalement une bonne occasion de traiter intelligemment cette affaire. Donc vous avez compris qu'il faut qu'on participe, sinon on n'est pas dans l'esprit TESR. Et pour toutes ces raisons-là, on a besoin de votre avis, d'acteurs impliqués, toute la matinée pour que dans 6 mois, notre legs aux générations futures soit le plus enrichi possible. Voilà, je vous remercie.